Donc maintenant, à la troisième intervention, donc avec Alice Piacibello, donc chargée de projet à Jardiner Autrement à la SNHF. Bon, alors Alice, vous savez tout, vous savez que vous avez une vingtaine de minutes, 25 minutes, et donc c'est à vous de jouer. Voilà, j'imagine que vous voyez mon écran. On aperçoit votre écran, oui. Oui. Alors, bonjour, je suis Alice Piacibello, je suis chargée de projet Jardiner Autrement à la SNHF et je vais vous parler du biocontrôle et de la lutte biologique intégrée. Donc, tout d'abord, pour contextualiser ces deux termes, le Grenelle de l'environnement en 2007 a été une négociation collective à l'issue duquel des engagements ont été pris dans différents domaines liés à l'environnement et au développement durable, dont la restauration de la biodiversité. Une des mesures qui a été prise est le plan Écophyto, dont un des objectifs est la réduction de l'utilisation des pesticides. Donc, ce plan Écophyto, édité en 2008, a subi des adaptations et des améliorations au cours du temps, donc a donné le plan Écophyto 2 et le plan Écophyto 2+. Donc depuis 2018, nous sommes dans le plan Écophyto 2+. Alors, deux étapes de ce plan Écophyto, c'est en 2020 l'objectif d'une réduction de 25% de l'utilisation des pesticides et en 2025, une réduction de 50% de l'utilisation des pesticides. Donc, le secteur agricole, les collectivités, les jardiniers amateurs sont concernés par cette réduction de l'utilisation des pesticides. La loi Labbé a été un tournant pour le monde non agricole. Donc, c'est le sénateur Labbé en 2014 qui a proposé cette loi. Cette loi concerne les jardins et espaces verts et les particuliers, donc ce qu'on appelle les GEVI, pro et amateurs. Donc pour les GEVI pro, l'interdiction d'utilisation de pesticides est en place depuis 2017. Pour les particuliers, cette interdiction est en place depuis le 1er janvier 2019, donc ça fait 2 ans. Cette loi a été récemment étendue, donc le 15 janvier 2021. Elle a été étendue à différents lieux, donc tous les lieux accueillant du public, comme les cimetières, les espaces verts, les voiries, les lieux de travail, les habitations, qu'elles soient privées ou collectives, les aérodromes. Donc cette interdiction qui concerne ces lieux sera en place le 1er juillet 2022. Pour les terrains de sport, ce sera le cas à partir du 1er janvier 2025. Il existe quand même quelques exceptions. Donc, la première consiste à la possibilité d'utiliser des pesticides s'il y a une présence d'organismes nuisibles réglementés. En cas aussi de menace de la pérennité du patrimoine historique ou biologique, on pense notamment aux buis avec la pyrale du buis, et pour certains équipements sportifs et dans certains cas, avec une liste de produits phyto prédéfinis. Donc, quels sont les produits autorisés? Quels sont les produits qui sont à disposition? Alors, ça va être 4 catégories. Donc, les produits de biocontrôle, les produits à faible risque, les produits labellisés agriculture biologique et les substances de base. Donc, les trois premières catégories de produits sont des produits qui sont des produits phytopharmaceutiques. Ils sont soumis à des autorisations de mise sur le marché pour pouvoir être commercialisés. Les autorisations sont délivrées par l'ANSES et ça consiste en une évaluation de l'efficacité du produit et de son impact sur l'environnement. Pour les substances de base, leur commercialisation est soumise à une autorisation qui, elle, est délivrée par l'ITAB, qui va permettre aussi de caractériser la composition de ces produits, la recette, notamment pour tout ce qui est macération en purin.
Depuis la prise de conscience de l'impact des pesticides sur l'environnement et sur la faune, diverses solutions alternatives aux pesticides sont utilisées. La protection biologique intégrée favorise en priorité l'utilisation de ces solutions alternatives, dont le biocontrôle, pour résoudre un problème avant de passer aux pesticides classiques. Donc, ces solutions alternatives sont aussi disponibles pour les jardiniers amateurs, mais plus les pesticides classiques. Donc, pour schématiser, avant, l'approche était un problème, une solution qui était plus ou moins spécifique et dont l'utilisation à répétition pouvait impacter plus ou moins sévèrement l'environnement. Maintenant, lorsqu'il y a un problème, on va avoir une approche plus de gestion. Donc, cette gestion-là va passer d'abord par l'observation, dont Maryse a parlé, mais surtout l'observation de l'étendue des dégâts, mais aussi de l'impact sur la plante. Donc, on ne va pas réagir de la même manière si on voit qu'il n'y a pas d'effet sur la plante ou s'il y a un effet immédiat sur la plante. Ça va aussi passer par une phase de réflexion, en se renseignant sur l'insecte en question, sur son cycle, la reconnaissance, bien sûr. Et ensuite, l'utilisation de méthodes alternatives. Alors, ça va être les produits, comme ceux cités précédemment, ça va être des barrières physiques, une gestion globale. Ces méthodes peuvent être bien sûr combinées. Et une fois que le problème a été résolu, il va y avoir aussi de la prévention. Parce que le problème arrivé est sûrement peut être dû à un problème de plante qui n'est pas adaptée. Et donc, il est possible de gérer ces paramètres-là pour que le problème ne revienne pas. Alors, le biocontrôle, c'est l'utilisation de mécanismes naturels pour réguler les maladies ou les ravageurs des plantes. Donc, les mécanismes naturels qui interviennent pour cette régulation, ça va être la prédation, le parasitisme, la stimulation de défense des plantes, la perturbation de comportement et d'autres aussi. L'objectif de l'utilisation de ces mécanismes naturels, c'est de viser un équilibre biologique des populations de ravageurs, mais aussi des populations d'auxiliaires. Donc, il y a 4 catégories de produits. Il existe 4 catégories de produits qui utilisent ces mécanismes naturels. Donc, les macro-organismes, les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. Les macro-organismes sont des insectes vivants. Alors, ça peut être des prédateurs qui se nourrissent de ravageurs, comme les coccinelles ou les larves de chrysope. Ça peut être aussi des parasitoïdes. Les parasitoïdes, eux, ont besoin d'un autre organisme pour faire leur cycle de développement. Donc, les parasitoïdes vont se développer à l'intérieur du ravageur et entraîner sa mort. Ici, il y a une photo de trichogramme en train de pondre dans des œufs de chenilles. La législation qui concerne la commercialisation des macro-organismes est une législation européenne. Elle va être différente en fonction de l'origine de l'insecte commercialisé. Pour les insectes indigènes, c'est-à-dire originaires du pays où il est utilisé, il n'y a pas de réglementation particulière. En revanche, pour les insectes qui sont non indigènes, la commercialisation est soumise à une autorisation au préalable. C'est-à-dire qu'on va vérifier la capacité de cet insecte à se développer dans le pays et la possibilité qu'il devienne une espèce invasive. Donc, les mécanismes naturels sur lesquels est basée la catégorie des macro-organismes, donc c'est la prédation. Donc, un insecte mange un autre insecte. Le cas de la coccinelle, où la coccinelle adulte a le même régime alimentaire que la larve de coccinelle. Il peut y avoir aussi, dans le cas du chrysope,
un régime alimentaire différent en fonction des stades de développement. Donc là, ici, la larve de chrysope, elle se nourrit de pucerons, aussi de cochenilles, d'acariens, alors que le chrysope adulte va lui avoir besoin de miella, de nectar pour faire son cycle de développement, enfin pour se nourrir. Ce qui implique, en connaissance de cause, d'avoir un milieu pour accueillir aussi les adultes. Le parasitisme, donc ici, vous avez un hyménoptère en train de pondre dans un puceron. Donc, c'est aussi un mécanisme qui existe dans la nature. Les signes de présence, donc ici, les momies de pucerons, sont à guetter pour vérifier que la régulation naturelle est en cours et du coup, ne pas traiter, même avec un produit qui est respectueux de l'environnement. Les parasites sont d'excellents auxiliaires si les plantes relais, on verra après ce que c'est, les plantes relais sont bien présentes pour qu'ils puissent réaliser leur cycle de développement complet. Donc, comment mettre en pratique et accueillir les macro-organismes? Donc, il y a deux cas. Soit on achète des macro-organismes, soit on décide de favoriser la présence naturelle ou de garder les populations amenées. Donc, pour favoriser la présence des macro-organismes ou la maintenir, on va chercher à avoir une grosse diversité de flore. On peut aussi favoriser leurs habitats naturels, avoir des haies diversifiées et mellifères, avoir des zones de gazon fleuries, donc ne pas tondre partout, garder des tas de branches mortes ou de feuilles mortes, donc en adaptant l'entretien du jardin. Il est important aussi de connaître le cycle de développement de l'auxiliaire choisi pour maintenir sa population dans le jardin. Donc c'est le cas par exemple pour le chrysope avec le régime alimentaire de la larve qui est déjà présent puisque c'est votre problème. Et il va chercher à maintenir aussi le chrysope adulte et à lui permettre d'hiverner en favorisant les différents habitats de ces stades. Les micro-organismes. Alors, les micro-organismes, ça c'est la deuxième catégorie de biocontrôle. Les micro-organismes sont des organismes invisibles à l'œil nu. Ça va être des bactéries, des virus ou des champignons. Ils vont avoir différents modes d'action. La production de substances toxiques, comme par exemple pour le BT, la compétition avec le pathogène ou alors la stimulation des défenses des plantes. Ces micro-organismes permettent de lutter contre les ravageurs ou alors les maladies. Alors, une même espèce de plante dans la nature peut être attaquée ou non par des bioagresseurs. La différence peut résider dans la présence de souches microbiennes qui empêchent la fixation des pathogènes. Donc, dans la catégorie de micro-organismes, on trouve Bacillus subtilis, par exemple, qui peut être utilisé en préventif ou en curatif. Donc, Bacillus subtilis peut être utilisé en tant que stimulateur de défense des plantes. Peut être utilisé aussi en tant que en compétition spatiale. Donc, sa présence peut empêcher la fixation, la pénétration des spores de champignons dans les feuilles de la plante. Un mécanisme de défense des plantes, c'est la défense immunitaire. Alors, la plante, je pense que vous connaissez maintenant grâce au coronavirus ce genre de schéma. Alors, la plante détecte, elle est capable de détecter des molécules qui sont à la surface du bioagresseur et de les reconnaître grâce à ses récepteurs. La reconnaissance de ces molécules par les récepteurs vont déclencher des mécanismes de défense avec la synthèse de molécules de défense. Ça va permettre de renforcer les parois, par exemple, de faire une barrière physique contre les attaques. Ça va permettre d'augmenter la vitesse de réponse et ça peut aussi permettre de synthétiser des molécules antibactériennes ou antifongiques. Les stimulateurs de défense des plantes permettent de déclencher volontairement ces mécanismes de défense pour que le système de défense soit déjà actif au moment où le bioagresseur arrive.
Alors, quelle mise en pratique pour les micro-organismes? Alors, ces produits, s'ils sont utilisés de façon répétitive, trop répétitive, peuvent générer des apparitions de résistance naturelle. Donc, c'est-à-dire que la résistance naturelle, c'est que le seuil de sensibilité est abaissé suite à une fréquence d'utilisation trop importante du produit. Donc, ces produits ne sont à utiliser qu'en cas d'attaque sévère et il faut bien sûr respecter les consignes d'utilisation et notamment la fréquence. Les laboratoires proposent aussi différentes souches de ces micro-organismes pour pallier à ces résistances. Et donc, il est nécessaire aussi de lire les étiquettes pour savoir quelles souches on utilise dans ce produit. Alors, la troisième catégorie, ce sont les médiateurs chimiques. Alors, les médiateurs chimiques, ce sont des molécules qui modifient le comportement des ravageurs ici. Alors, ce sont des molécules qui se diffusent dans l'air, qui agissent à distance, et ce sont des signaux entre les êtres vivants. Donc, pour les jardiniers amateurs, seuls les phéromones de synthèse d'attraction sexuelle sont disponibles. Les phéromones imitent les molécules émises par les femelles pour attirer les mâles. Donc, ce sont des phéromones, des molécules qui sont intraspécifiques. Ici, vous avez deux exemples de pièges à phéromones. On va installer une capsule qui contient ces phéromones au centre du piège. Et ces phéromones vont diffuser des molécules synthétiques, mais qui vont imiter les molécules émises par les femelles et vont attirer les mâles qui vont être piégés dans le piège. Dans le piège. Et ce piégeage permet de diminuer la population de mâles et d'empêcher les reproductions. Donc, ces pièges sont installés à des périodes de vol spécifiques. Donc, la plante, elle est aussi capable de synthétiser ce genre de molécules suite à une attaque. Les mécanismes de répulsion et d'attraction, la plante est aussi capable de synthétiser ce genre de molécules. Donc, lorsqu'il y a une attaque par un bioagresseur, la plante est capable de synthétiser, par exemple, des allomones. Ces allomones vont être des substances répulsives ou toxiques contre les agresseurs, vont lui permettre de lutter contre les agresseurs. Elle peut aussi synthétiser des chéromones. Les chéromones sont des substances qui vont être attractives. Elle va les synthétiser pour attirer, par exemple, des auxiliaires qui lui permettront de lutter contre le ravageur qui vient de l'attaquer. La plante, elle est aussi capable de synthétiser des molécules qui imitent les phéromones de certains insectes. L'attraction de ces insectes à distance, donc, va permettre à la plante de se reproduire. Donc, comment mettre en place cette catégorie de produits? Alors, les phéromones sont des molécules qui sont assez chères et donc, ce sont des produits à utiliser de façon la plus efficace possible. Donc, il faut premièrement connaître le cycle de développement du bioagresseur, viser le bon stade au bon moment. Connaître la période de vol des papillons, qui sont les seuls concernés par le piégeage des phéromones, contrairement en général, ce sont les chenilles qui créent les dégâts, mais on piège que les papillons. On peut s'aider des BSV pour connaître les périodes, la probabilité d'arrivée des ravageurs. On peut aussi s'aider du guide édité par la SNHF des bioagresseurs au jardin. Les substances naturelles, c'est la quatrième catégorie de produits de biocontrôle, sont des substances existant dans la nature. Elles peuvent avoir différentes origines, animales,
comme le petit lait, l'huile de poisson, végétales, comme l'huile de colza ou la prêle, ou minérales, comme le soufre ou le cuivre. Elles peuvent avoir différentes fonctions. Ça peut être des stimulateurs de défense des plantes, ça peut être des herbicides, fongicides, insecticides ou molluscicides. Alors, les stimulateurs de défense, ça peut être par exemple le COS-OGA, qui est une molécule qui associe un fragment d'écorce d'agrumes et un fragment de carapace de crustacé, et qui va être cette association dans cette molécule-là va être reconnue par les plantes comme un bioagresseur. Ça peut être donc les herbicides, ça va être de l'acide acétique, donc du vinaigre, des fongicides comme le soufre ou le bicarbonate de potassium. Dans les insecticides, ça va être du pyrètre qui est fabriqué à partir de chrysanthèmes, ou des molluscicides avec le phosphate ferrique. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas parce que ce sont des substances naturelles que c'est sans risque. Leur utilisation fréquente ou leur manque de spécificité peuvent être un frein à leur utilisation. Donc, quelques exemples de méthodes préventives. Ça va être par exemple l'utilisation de plantes relais. Donc, les plantes relais, ce sont des plantes qui sont peu ou pas impactées par les ravageurs. Donc, ce sont des plantes qui servent à maintenir et à faire prospérer les auxiliaires en servant de stock, donc de restaurant aux ravageurs. On peut aussi favoriser la présence et donc permettre une réponse plus rapide dans le temps de la part des auxiliaires en leur proposant des refuges pour l'hivernation. On va pouvoir aussi utiliser des méthodes physiques comme la pose de filets pour empêcher les pontes des papillons. Et ça va être aussi utiliser la bonne plante au bon endroit. En effet, les plantes qui seront adaptées au climat et au sol seront en meilleure santé et seront moins sensibles aux maladies. Donc, vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur Jardiner Autrement, sur le site Jardiner Autrement. Vous avez notamment des fiches pratiques pour la mise en œuvre du biocontrôle, donc en fonction de certains ravageurs ou de certaines maladies, ou en fonction des lieux de jardinage, donc les balcons, le potager, le verger. Vous avez aussi accès sur le site au guide des bioagresseurs au jardin et aux cartes d'identité de beaucoup de ravageurs et d'auxiliaires afin de mieux connaître leur cycle de développement. Voilà, merci beaucoup. Merci Alice. Maintenant, nous allons passer aux questions. Donc, il y avait une question de François Chardonnay. Y a-t-il des moyens de lutte contre la mouche mineuse du poireau, hormis le voile anti-insectes? La mouche mineuse du poireau, je pense que la meilleure solution, ça va être la rotation des cultures parce que la mouche va hiverner dans le sol et donc le fait de changer la culture de poireaux de place, ça va permettre d'empêcher la mouche d'être déjà sur place et donc le filet, ça va permettre aussi au filet d'être utile. Vous avez parlé de BSV, mais rapidement. On en a beaucoup parlé lundi dernier. On nous demande à nouveau qu'est-ce que c'est que le BSV. Est-ce que vous pouvez redonner de nouveau quelques informations sur le bulletin de santé végétale, donc Ouais. un petit peu où il est produit, enfin où on le trouve, quoi. Alors, les bulletins de santé du végétal sont disponibles gratuitement sur les sites des chambres d'agriculture. Donc, ce sont des bulletins qui sont édités de façon régionale et qui vont donner des indications sur la présence, enfin l'observation de ravageurs, de bioagresseurs. Donc, ça va permettre de connaître l'arrivée
de ces bioagresseurs et de cibler les observations déjà et de cibler les produits, les traitements. Christian Leroux, que pensez-vous des solutions de biocontrôle de type paintball ou piégeage? Bon, vous l'avez abordé un peu tout à l'heure. Alors, la solution de biocontrôle de type paintball, c'est une solution qui a été, il me semble, qui a été testée par l'INRA contre la processionnaire du pain. Donc, à l'aide de petites billes qui sont remplies de Bacillus thuringiensis, on va pouvoir cibler les cocons qui sont en hauteur. Et la deuxième partie, c'était quoi, le piégeage? Ou piégeage, oui. Voilà. D'accord. Ce sont des solutions qui sont testées par l'INRA, mais elles ne sont pas disponibles pour les jardiniers amateurs en revanche. Le piège aussi, mais pas le paintball. Oui. Toujours avec nos fameux poireaux. On demande, le trempage des jeunes poireaux dans l'eau de Javel, pas très bio, efficace ou pas efficace? Non mais aujourd'hui, voilà. C'est des petites recettes. Je sais pas. L'eau de Javel contre l'amineuse, je suis pas sûre, étant donné que les larves sont censées être déjà dans le sol. Enfin, s'il y a déjà eu une attaque, les larves sont dans le sol. Donc, si on javélise le pied, ça va pas servir à grand chose, je pense. On revient au traitement des ronces. On quitte le potager. Les nouveaux traitements essayés ne marchent pas. Qu'est-ce qu'il y a comme traitement pour comme antidébroussaillant? Les ronces sont faciles à arracher. Hein. Voilà, je pense Il que suffit de prendre le temps. Mais bon, voilà, je vous laisse répondre, Alice. Mais allez-y. avec beaucoup d'huile de coude, la méthode mécanique, ça sera la meilleure, la plus efficace. Je partage parce que les ronces ne sont pas très enracinées en profondeur, donc on les a facilement, quoi. Alors, on nous demande s'il y a une alternative au cuivre pour lutter contre les maladies. Alors, contre les maladies fongiques, oui, il y a Fongiques, oui. il y a le bicarbonate de potassium dont Jérôme Julien a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est une méthode curative. Sinon, le Bacillus subtilis qui va permettre de stimuler les défenses des plantes et puis d'empêcher physiquement le champignon de se mettre sur les feuilles, de se développer sur les feuilles. Merci. Jacques Lebeau. Les refuges pour hibernation peuvent-ils également héberger les prédateurs? Tels insectes sont censés héberger les auxiliaires parce aussi. qu'on leur fournit des habitats précisément développés, on va dire, pour eux. Par exemple, la bûche percée avec des diamètres de trous qui sont spécifiques pour les guêpes ou les osmies, les guêpes solitaires ou les osmies, ce genre de choses. Ça va permettre d'avoir une spécificité d'occupants. Francis Blanchard, que pensez-vous de l'usage de la carpohirusine? La granulose, elle est utilisée, oui, contre le carpocaps. Donc, c'est une des méthodes qui est efficace contre les chenilles du carpocaps. Alors, son utilisation, elle est assez spécifique parce que le stade chenille du carpocaps ne dure pas très longtemps. En fait, le papillon va pondre à la surface des feuilles ou des fruits et la chenille, donc le stade baladeur de la chenille, ne va pas durer très longtemps avant que la chenille ne pénètre dans le fruit. Et donc, utiliser le BT ou la granulose pour lutter contre le carpocaps, ça ne va pas être d'une efficacité énorme, étant donné que la plupart du temps, la chenille est déjà dans le fruit. Et le risque avec l'utilisation de la carpovirusine ou du PT, c'est de
provoquer des résistances naturelles. Alors, Denis Pépin, toujours dans la même lignée, pourquoi ne trouve-t-on plus de carbovirusine pour les jardiniers amateurs? Toujours autorisé, très efficace, mais qui n'est plus vendu. Oui, c'est toujours vendu. Oui, Non, 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 c'est... il est plus produit pour la gamme jardin amateur en fait, Ah par bon? la firme Ah, ça Gardien. doit être la question de Denis Pépin. Alors donc, il ne serait plus produit pour les amateurs. Non, non. En fait, il y a eu D'accord. des problèmes avec la souche commercialisée dans le Carpovirusine Jardin de résistance qui ont été mis en évidence, ce que Alice précisait là. Donc du coup, il y a un travail de recherche là pour éviter ce phénomène qui produisait une inefficacité, même si effectivement le produit a son intérêt, comme ça a été dit, au stade de baladeur de la chenille avant qu'elle ne pénètre dans le fruit, quoi. Mais oui, c'est surtout ça le problème quand même. C'est que l'efficacité a diminué. Alors, ce sera peut-être notre dernière question qui va rebalayer un peu ce que vous avez dit, Alice, sur le biocontrôle. Christian Leroux nous demande comment va se déployer la stratégie nationale de biocontrôle. Donc voilà, ce sera un peu votre conclusion sur votre sujet. Alors, Ne vous a pas piégé, hein, je pense pas. alors, donc, pour les jardiniers amateurs, ça Voilà, reste une peut-être des pas. catégories la plus développée pour les jardiniers amateurs, qui est les produits qui sont assez accessibles aux jardiniers amateurs. Pour les professionnels, enfin pour les agriculteurs, c'est je sais qu'il y a plusieurs moyens pour développer les produits de biocontrôle, que ces produits sont de plus en plus utilisés. Je n'ai pas de schéma à vous montrer, mais j'ai vu que les chiffres au niveau national sont en hausse chaque année de l'utilisation de ces produits-là. Après, la mise en place de ces produits, en comparaison avec les produits utilisés depuis des années, demande une mise en œuvre un peu plus spécifique et un peu particulière. Donc, je ne sais pas si Jérôme, vous pouvez compléter. Disons qu'officiellement, en 2012, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, avec des députés comme Dominique Potier, qui sont vraiment des initiateurs du plan Ecophyto, avait vraiment voulu booster le biocontrôle en donnant une impulsion, en favorisant la mise sur le marché des produits de biocontrôle à moindre coût pour les firmes pétitionnaires, en permettant des reconnaissances mutuelles déjà avec d'autres pays, d'autres États membres, et puis aussi en facilitant la mise sur le marché parce que moins d'études toxicologiques ou écotox pour certains produits, pas tous, mais de manière à faciliter la mise sur le marché. Bon, on n'a pas vu, disons, dans les faits, ce dispositif plus rapide en fait pour les sociétés, donc tel qu'il était envisagé. Néanmoins, de fait, comme il y a des produits chimiques de synthèse qui sont chaque année retirés du marché et que la loi Labbé a fait son effet dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures, y compris chez les particuliers, et qui a un arrêté qui est sorti il y a une dizaine de jours pour renforcer la loi Labbé qui va s'appliquer en 2022 et en 2025. De toute façon, on voit bien que les solutions de biocontrôle vont progressivement remplacer les produits chimiques de synthèse, mais pas dans toutes les situations de production agricole, où un certain nombre vont rester quand même utilisables. Voilà, mais bon, de toute façon, c'est des produits qui, chaque année, oui, prennent de plus en plus d'importance, c'est sûr, en plus des macro-organismes auxiliaires qui font partie du biocontrôle, mais qui ne sont pas des produits. Juste parce que j'ai la parole 2 minutes, mais je vais faire même pas 30 secondes, je vais très vite, juste pour dire que pour la mineuse du poireau, il y a eu des essais qui ont été faits il y a quelques temps, là, c'est pas vieux, qui consistent à simplement couper les feuilles du poireau au moment de la ponte, mais ça nécessite un suivi biologique avec les morsures nutritionnelles de l'adulte et puis le dépôt des œufs. Donc si on coupe le poireau aux 2/3 pour supprimer la partie où les œufs ont été pondus, du coup la mineuse ne peut pas faire son cycle et puis finir dans le fût du poireau. Donc c'est en fait une mesure prophylactique qui serait à réaliser, mais avec un suivi biologique. Il faut être capable de reconnaître
le dépôt des œufs, mais avant tout les morsures nutritionnelles de la mouche adulte qui sont alignées sous forme de petits points blancs sur les feuilles. Ça, c'est des choses qu'on peut voir quand même pas trop difficilement, donc c'est une option intéressante. Et puis je voulais juste dire pour remplacer le cuivre là, contre les mildious notamment, mais c'est moins efficace que le cuivre clairement, mais ça peut être une solution, notamment si on utilise des variétés tolérantes ou résistantes, c'est le bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, qui peut être utilisé comme substance de base, qui est reconnue aujourd'hui efficace contre les mildious, mais uniquement avec une faible pression. Donc on ne va pas maîtriser aussi bien qu'avec le cuivre malgré tout. Bien, je vais prendre une dernière question parce que nous allons devoir conclure, mais qui est fort intéressante. On en a beaucoup parlé lundi dernier, on vient d'en parler tout à l'heure, et elle s'adresse plutôt à Jérôme. Quel avenir pour les BSV, donc JEV, enfin JV, jardiniers amateurs? Parce qu'effectivement, les BSV spécifiques jardiniers amateurs sont peu nombreux ou quasi. Oui, alors en fait, ça pourrait nécessiter 1 heure, mais je vais faire très vite. Non, mais faire très vite parce qu'on doit Je vais faire très conclure. vite. Donc, c'est pour dire que les bulletins de santé du végétal qui ont été initiés en 2009-2010 dans le cadre du plan Éco-Phyto sont, disons, chaque année évalués par l'Office national pour la biodiversité, l'OFB, qui perçoit la redevance pour pollution diffuse sur la vente des produits phytosanitaires et qui permet de financer le plan Éco-Phyto. Donc, il y a quand même chaque année nécessité de prouver par A plus B que les BSV sont efficients quant à la réduction et utilisation des produits phytopharmaceutiques. Et comme c'est pas, disons que la relation n'est pas établie, à ce stade, 10 ans plus tard, en 2019, il y a eu une baisse de moins 23% budgétaire sur l'épidémiosurveillance et les bulletins de santé végétale. Ça faisait quand même, on est passé de 9 à 7 millions d'euros au niveau national, ce qui a entraîné, disons, des arbitrages en région par les présidents de chambres régionales d'agriculture, et ça s'est traduit par la suppression de certaines éditions de BSV, ce qui n'était pas souhaité par le ministère de l'Agriculture, mais qui a quand même été fait en région. Donc malheureusement, sur les 12 BSV en jardin et espace vert qui existaient, y compris les éditions amateurs, il n'en reste plus que 6 désormais. Et encore, celle des Pays de Loire ne durera qu'en 2021. Mais le dernier comité national d'épidémiosurveillance de décembre là, a mis en perspective d'autres développements en lien avec le suivi de la biodiversité ou avec les organismes nuisibles émergents et réglementés, ce qui fait que ça donne des perspectives très intéressantes pour les GEVI, pour les jardins et espaces végétalisés, qui sont bien considérés dans ce développement éventuel, parce que la multitude des végétaux qui s'y trouvent et les risques associés font que c'est une filière qui est particulièrement importante à surveiller. Et donc, je pense que si les BSV perdurent, ça sera peut-être plus encore sur les GEVI à l'avenir, dans les nouvelles perspectives, que celle-là a été jusqu'à présent. Merci de cette précision, de cette actualité sur les BSV. Donc, je vais clore cette journée, la deuxième donc, de la série de 3 webinaires. Donc, merci encore à Maryse, à Jérôme, à Alice pour vos brillantes interventions. Merci à Marion pour la technique. Merci à vous tous. À vous, chers auditeurs, chers amis.